Donc, bonjour, je suis donc voilà, on est là pour une nouvelle rencontre de Cannes Cinéma, donc qui, en cette période de confinement et de début de déconfinement, permet justement de continuer à organiser ces rencontres que nous organisons toute l'année à Cannes avec le grand public, avec aussi les scolaires, les étudiants. Toute l'année, nous en faisons ces rencontres, et en particulier pendant les rencontres cinématographiques de Cannes, où là, nous en avons pratiquement tous les jours. Mais voilà, donc on a inauguré la semaine dernière cette nouvelle système de rencontres qui va nous permettre aujourd'hui donc de discuter avec Clara Kuperberg, qui est une documentariste. Voilà, avec les étudiants, c'est Léo et Marion qui sont là aujourd'hui pour poser des Oui, questions. c'est ça. Voilà. Et donc, je vais commencer tout de suite alors, Clara, bon, d'abord, il faut savoir que le nom de Clara est généralement associé au nom de Julia, puisque, en fait, vous travaillez à deux. Vous êtes Exactement, deux avec ma sœur. documentaristes, voilà. Voilà. Qui travaillent ensemble depuis pas mal d'années. Alors, première question simple, hein, parce que là, on va travailler surtout sur le métier de documentariste. Et quelle est votre forme? Première question, et comment ont été vos débuts professionnels? Alors la formation, on a la même, Julia et moi. On a fait une licence à la Sorbonne Nouvelle, à Paris 3, une licence de cinéma. Et puis on a vite plongé dans le monde professionnel. Parce que c'était bien les études de cinéma, mais il faut que ça devienne pratique à un moment donné. On a fait une licence de cinéma pareil, chacune, toutes les deux à la Paris 3, pas la même année, hein, parce qu'il y en a une qui est plus jeune que l'autre. Ouais. Et puis on a vite plongé dans le monde professionnel. Donc moi j'ai commencé au CNDP, qui était le Centre national de la documentation, où j'étais assistante sur des documentaires littéraires pour France 5. Et puis Julia a fait plusieurs émissions de télévision pour la société Fremantle. Et puis après, elle a intégré l'émission Trax sur Arte, où elle travaillait dans l'équipe de Ah oui. rédaction pendant plusieurs années. Et puis de fil en aiguille, moi j'ai commencé à travailler avec notre père, qui était réalisateur, producteur, qui a fait plein de choses dans le cinéma et qui a voulu se tourner vers le documentaire. Il m'a Robert Kuperberg. Robert, voilà. Voilà, Kuperberg, qui était producteur de cinéma, qui a été auteur de théâtre, scénariste. Et il a commencé à faire des documentaires en 2001. Voilà. Il m'a proposé de m'associer avec lui. Et rapidement, on a fait venir Julia aussi dans l'équipe. Donc en 2005, on a créé tous les trois Wichita Film. Et on a commencé à s'autoproduire. Et on a travaillé comme ça jusqu'en 2009. En 2009, on s'est séparés et on a continué, Julia et moi, toutes seules. Et puis bon, bah, notre père est décédé peu de temps après, donc on a continué voilà l'héritage familial. Voilà. Et maintenant, quelle définition donneriez-vous de votre métier de documentariste? Bah, ce qu'on est documentariste, ce qui est bien, c'est que en fait, il y a un côté imprévu. C'est-à-dire qu'on part avec une idée précise d'un film et ce sont les autres qui vont nous faire évoluer dans cette idée. Et ça, c'est ce qu'on trouve assez intéressant. C'est aussi de rester en recul de son sujet. C'est d'essayer d'être le plus objectif possible, même si c'est jamais vraiment possible, mais quand même d'essayer de transmettre et de léguer quelque chose sans sans avoir un point de vue qui reste trop subjectif. C'est-à-dire, il y a un travail d'enquête, il y a un travail de journaliste, et de faire. Ce qui est important, c'est d'arriver à mélanger ça avec de la réalisation. C'est-à-dire à avoir un point de vue de réalisateur, mais qui se met au profit d'une histoire, d'un fait, d'une histoire avec un grand H en fait. D'accord. Ben là, on va revenir sur tout ça en détail. Mais est-ce qu'à un moment ou à un autre, vous avez eu envie de partir vers la fiction, ou ça a toujours été votre idée, ça a toujours été le documentaire? Non, ça fait longtemps qu'on fait du documentaire, parce que ça fait depuis moi 2001 et 2005 avec Julia pour la société, donc ça fait quand même un moment. Et c'est vrai que là, depuis 2 ans, on développe de la fiction. Donc on a créé une D'accord. filiale sur Wichita qui s'appelle Wichita Développement, où on développe des fictions justement, on développe des pitchs. On développe aussi depuis 3 ans une série de fiction avec l'Amérique tirée d'un de nos documentaires. Qui était sur les femmes pionnières. Et donc, on en a développé de ce documentaire une série de fiction. Donc, on est en train de développer depuis 3 ans aux États-Unis avec des auteurs américains, une productrice américaine. Donc, ça, c'est en cours d'écriture actuellement. Donc, on a eu envie à un D'accord. moment Donc, donné, c'est vrai, de aussi toucher à la fiction.
Voilà, parce que mais en partant de personnages réels Oui, qui ont c'est vrai. existé. En partant, Ouais. absolument, en partant, en fait, parce qu'en fait, dans le documentaire, ce qu'on peut pas se permettre, c'est justement le côté fiction. Donc, on est obligé d'enlever des éléments de fiction ou des éléments plus personnels qu'il faut justement réinjecter dans une fiction. Et donc, ça nous a intéressé de partir de ces femmes pionnières du cinéma américain dont on avait parlé dans un documentaire et d'aller plus loin, de fictionnaliser aussi leur vie et d'aller dans un côté plus personnel qu'on n'avait pas pu exploiter. D'accord. Qui pose la première question, Léo? Ouais, je m'en occupe. En France, le réalisateur, oui, est donc le plus souvent à l'origine du projet. Quel est son premier partenaire avec qui il commence l'aventure d'un film? Le premier partenaire, c'est une chaîne de télévision. Parce que, bon, il y a des gens qui s'autoproduisent et qui font des documentaires sans avoir de financement, mais nous, on n'a jamais travaillé comme ça. Dès le premier film, on voulait pas que ça nous coûte de l'argent, hein. Donc, le but, c'est quand même d'en vivre. Donc, le premier partenaire, c'est de trouver une chaîne de télé qui est intéressée. Pardon, vous êtes tombé. C'est de trouver une chaîne de télévision qui va s'intéresser à votre projet et qui va soit partir avec vous dessus tout de suite, soit vous demander de faire un développement, c'est-à-dire d'écrire quelques pages. Ça peut aller d'une dizaine à une trentaine de pages sur le sujet pour voir s'ils ont envie de partir avec vous. Et ça, c'est le premier partenaire parce que c'est le partenaire qui va vous donner de l'argent. D'accord. Donc, est-ce que vous diriez que l'avenir du metteur en scène dépend de sa capacité à vendre ses projets donc à des chaînes ou à des producteurs? Est-ce que c'est pour ça que vous avez peut-être Oui, créé votre propre maison de production Wichita Films? absolument, oui. Puisqu'en fait, vous avez besoin d'un producteur pour aller voir la chaîne. C'est rare un réalisateur aille voir tout seul la chaîne. Donc, en fait, il vous faut un intermédiaire, c'est le producteur. Et les relations avec les producteurs sont souvent difficiles. Ça, c'est une notoriété publique, mais le réalisateur et le producteur sont rarement très amis. Donc, on s'est rapidement dit qu'il fallait être aussi le producteur et avoir toutes les cartes en main. Donc, c'est vrai qu'en étant réalisatrice et productrice, ça nous permet d'avoir une idée d'un film, enfin une envie de faire un film, et puis d'avoir la casquette de productrice pour aller voir les chaînes et négocier en fait avec les chaînes directement. D'accord. D'accord. Et du Marion? coup, comment se passe le travail en binôme? Comment vous effectuez la répartition du travail? Est-ce que vous avez l'habitude? Alors, on fait tout ensemble, mais on est très complémentaires, c'est-à-dire qu'on est très différentes. On n'a pas du tout le même caractère, et on n'a pas les mêmes qualités. C'est-à-dire qu'il y a des choses que l'une sait mieux faire que l'autre. Donc maintenant, avec le temps, on arrive à se les séparer et à savoir qui fait mieux que l'autre certaines choses. Julia est plus douée pour le montage, moi je suis plus douée pour la recherche d'archives. Voilà, Julia va être plus douée pour le choix des musiques, moi je vais être peut-être plus douée en écriture. Donc on est capable aujourd'hui, à quatre mains, de se répartir quand même les tâches et de savoir laquelle est la plus efficace dans une tâche ou une autre. Mais c'est vrai que du début à la fin, on est quand même à quatre mains sur les films. Très bien, mais comment Même naît à partir le de choix du l'idée sujet même. aussi? Alors le choix du Est-ce que sujet, vous il avez naît des sources souvent, d'inspiration? oui. En fait, Hollywood ou le les choix du États-Unis, par sujet, alors c'est vrai que nous, on a toujours été concentrés sur Hollywood et l'histoire américaine. Ça nous fascine depuis toujours. Maintenant, on produit aussi d'autres réalisateurs depuis 2 ans qui nous apportent aussi d'autres sujets qui sont pas forcément autour d'Hollywood. Mais c'est vrai que nous, notre prédilection a toujours été Hollywood, le cinéma classique et l'histoire américaine. Et c'est vrai que nos sujets, en fait, c'est tellement vaste que, en fait, on dit souvent qu'un film fait des bébés, mais c'est le cas. C'est-à-dire que quand on fait un film, on fait énormément de recherches et donc on va tomber sur plein d'autres sujets, on va tomber sur plein d'autres pistes, plein d'autres choses qui vont nous intéresser. Et on garde tout ça, on amasse tout ça et on se dit qu'un jour ça fera un autre film. Et c'est toujours le cas en fait. Donc c'est un peu c'est un peu des films qui se reproduisent en fait. Et dès que vous mettez votre nez en plus dans l'histoire, comme en fait il y a quand même une toile de fond qui nous intéresse beaucoup nous dans nos films, c'est l'histoire. C'est vrai qu'après c'est exponentiel, c'est-à-dire que les sujets sont sans fin. Alors, je vais aborder donc la question des archives avec mes prochaines questions. Votre travail, du coup, il est basé sur cette recherche d'archives. Comment vous réalisez les recherches autour du sujet choisi? Est-ce que vous avez peut-être un exemple pour répondre à cette question? Oui, bah, les archives c'est un point épineux parce que en France ça coûte très cher. Donc c'est aussi pour ça qu'on travaille beaucoup avec les Américains. C'est qu'aux États-Unis, il y a beaucoup de fonds d'archives qui sont dans le domaine public ou qui sont en fait mis en ligne par des mécènes.
C'est pas du tout le même système parce qu'aux États-Unis, ils n'ont pas de financement, ils n'ont pas le CNC, les chaînes de télévision achètent très peu de documentaires, donc pour le coup, ils s'autoproduisent beaucoup. Et donc, c'est vrai que leurs banques d'archives sont beaucoup plus accessibles que chez nous, où on a l'ENA, Pathé, etc., où ils ont des choses fantastiques, mais où les tarifs sont beaucoup plus élevés qu'aux États-Unis. Donc, en fait, quand vous travaillez avec des archives américaines, il y a beaucoup de banques de données et qui sont plus ou moins de bonne qualité, mais il y a énormément d'organismes qui mettent à disposition des archives qui sont à des prix dérisoires. Et donc ça, bah, ça c'est une mine d'or, quoi. D'accord. Et donc, je me permets de rebondir. Est-ce que du coup, vous considérez qu'en France, le prix des archives, c'est un frein à la créativité? Non, parce que c'est à votre producteur de négocier, de trouver de l'argent, de négocier avec eux. Ils sont généralement même assez enclins à la négociation. Quand c'est des films qui sont pas très bien produits, enfin pas très bien financés, ils font toujours des efforts et tout, donc on y arrive. En plus, ils ont des archives, je pense notamment à Pathé, ils ont des archives, ou Lina même, hein, ils ont des archives d'une qualité incroyable, donc ils ont vraiment des pépites. Donc c'est pas un frein, non, c'est pas un frein, c'est juste que il faut. C'est pour ça qu'on est productrice aussi, c'est que ce qui est difficile à faire comprendre à un réalisateur, c'est qu'il y a un budget et qu'il faut rester dedans et qu'en même temps, il ne faut pas que ce soit un frein à sa créativité. Donc, c'est de trouver un bon équilibre entre les deux. Donc, nous, c'est vrai, le fait d'avoir la double casquette, d'être productrice et réalisatrice, c'est quelque chose qui, au début, a intéressé certaines chaînes, notamment des chaînes avec des budgets plus réduits, parce qu'ils se sont dit, et à juste titre, que en tant que productrice, on allait vouloir freiner les dépenses, mais en tant que réalisatrice, on allait vouloir, au contraire, mettre de l'argent dans le film. Et voilà. Et en fait, c'est toujours notre casquette de réalisatrice qui gagne. C'est-à-dire qu'on a toujours envie d'avoir un film riche, bien illustré. Et donc, en fait, nos films sont riches à cause de ça aussi. D'accord. Et donc, comment s'effectue le choix des archives que vous utilisez? Alors, en fonction de ce qu'on trouve et en fonction de ce qu'on cherche, j'ai envie de dire. Alors, c'est un peu flou, mais en fait, les archives, c'est beaucoup de temps pour chercher. C'est-à-dire que vous n'allez pas forcément trouver ce que vous cherchez au départ, mais tous les liens, tout ce que vous allez regarder, parce que souvent les archives des années 30, 40 ou même antérieures sont mal répertoriées. Un exemple, par exemple, quand l'année dernière, on a fait un film sur Douglas Fairbanks, c'était une star du muet, et on cherchait des archives et on a visionné beaucoup de choses, beaucoup de choses. Et un jour, on est tombé sur une archive où personne ne savait ce que c'était. Le titre, c'était Un dîner aux États-Unis. Et en fait, en regardant l'archive attentivement, on s'est rendu compte que il y avait Douglas Fairbanks sur qui on faisait le documentaire, mais qu'il y avait aussi Charlie Chaplin et qu'il y avait tous les membres de l'Académie et que c'était le dîner de la première cérémonie des Oscars et qui n'avait pas été répertorié comme tel. Donc, c'est ça qui est fascinant, c'est que les archives, vous regardez des archives et par moments, vous trouvez des choses, mais incroyables, des petites pépites, et donc ça peut aussi vous donner envie de faire un documentaire. Enfin, moi, c'est ce que je trouve fascinant. Quand on a fait un documentaire sur les espions à Hollywood il y a 3 ans, et par le plus grand des hasards, on est tombé sur des archives des camps d'internement japonais aux États-Unis, et ça nous a donné une idée pour faire un nouveau doc. D'accord. Voilà, donc que Donc, vous avez parfois, présenté aux rencontres cinématographiques d'ailleurs. oui, absolument, cette année, absolument. Ouais. Comment, je vais rebondir moi sur tout ça, dans un documentaire, à quel moment on va écrire, vous allez écrire le scénario dans ces films de montage que vous réalisez? Est-ce que le scénario, il est fait au début, au milieu ou simplement au niveau du montage? Non, il est fait au début, c'est-à-dire qu'au début, on a lu beaucoup, on sait ce qu'on veut, on sait le film qu'on veut faire. Euh, on connaît notre point de vue, donc on a généralement un texte qui fait entre 10 à 30 pages, ça dépend de la chaîne qui le demande, mais pour nous, c'est important. Et là, après, bah, en fait, on lit énormément, on se documente beaucoup, on lit énormément de livres sur le sujet, on écrit donc ce texte et on part en tournage. Et en fait, au fur et à mesure des interviews, et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que parfois ça évolue, le scénario va évoluer, va prendre une autre tournure. Et donc il faut rebondir dessus, c'est-à-dire qu'il faut faire évoluer son film. Et ça se passe au montage généralement, parce que l'interview a fait en sorte qu'en fait le montage final ne sera pas le scénario de départ. Et ça, c'est toujours un challenge. D'accord. Et ça, c'est assez intéressant. Et là, il y a peut-être deux, trois questions qu'on va poser après qui vont recouper un peu cela, parce que c'est quand même passionnant d'aller un petit peu plus au fond des choses. Euh, le, le- le choix des personnes interviewées aussi, comment se fait-il?
Alors ça, il se fait en fonction des livres, en fait. Des livres, des journaux, des articles qu'on trouve. En fait, quand on se documente, on lit énormément de choses. Donc c'est souvent des Américains, des universitaires américains ou des historiens. Et en fonction de leurs livres, ceux qui nous intéressent, ceux qu'on trouve bien écrits, qu'on trouve pertinents, etc., on les contacte et on leur demande s'ils sont d'accord. Donc généralement, ils répondent oui. Et donc c'est comme ça en fait qu'on organise nos interviews et on essaye d'avoir des personnes qui sont assez complémentaires. C'est-à-dire que Oui. euh, voilà. Par exemple, sur le film qu'on a fait sur les Japonais aux États-Unis, on voulait des gens de la communauté japonaise américaine, on voulait aussi des gens qui avaient eu de la famille, qui avaient été internés, on voulait aussi un historien, on voulait aussi quelqu'un de cinéma. C'est-à-dire on essaye d'avoir jamais trop d'intervenants, on n'aime pas ça, et d'avoir un panel d'intervenants qui va se répondre et qui va être complémentaire. D'accord. Et le canevas des interviews, il est fixé à l'avance ou il évolue au fur et à Ouais. mesure de la discussion? Il évolue, mais il est vraiment fixé à l'avance. C'est-à-dire qu'on travaille beaucoup nos interviews, on les prépare beaucoup en amont. Et ce qu'on aime aussi faire, et ça généralement les Américains sont tout à fait d'accord, ce qui change un peu en fait des Français, c'est pour ça que je souligne la différence, c'est ils aiment bien recevoir les questions à l'avance pour travailler. Et ça, moi, je trouve ça formidable parce qu'en fait, ils arrivent, et c'est là où on dit toujours que les Américains sont des super clients en interview, mais c'est vrai, c'est qu'ils arrivent vachement bien préparés en ayant préparé Eh les oui. questions. Et donc, en fait, ils ont un discours qui est très fluide, où ils butent pas sur des dates, où voilà, ils ont une pensée qui est très claire, ou même ils ont regroupé certaines questions qui pouvaient être redondantes. Et Mhm. donc, c'est aussi ce qui crée la fluidité de l'interview. Après, c'est vrai que l'interview évolue parce que eux vont avoir aussi des réflexions ou un point de vue auquel on n'avait pas pensé et qui nous obligent nous aussi à rebondir et à partir sur autre chose. Et ça c'est ce qui est fascinant dans une interview. Et donc, est-ce que la Merci. construction du documentaire Ouais. est-elle à en devenir au fur et à mesure de votre travail? Un peu, oui, oui, il y a une part d'évolution en fait au fur et à mesure du travail parce que il y a des choses auxquelles on n'avait pas forcément pensé ou des choses qu'on qu'on n'aurait peut-être pas mises au départ. Et une fois dans la bouche d'un intervenant avec son point de vue, oui, après une fois qu'on est au montage et qu'on a donc nos transcriptions parce qu'on travaille avec des transcriptions, on se dit que c'est génial et qu'il faut partir dans cette direction-là aussi. On peut pas éviter ce chapitre-là. Donc c'est ça enfin moi je trouve fascinant dans le documentaire, c'est que c'est en constante évolution jusqu'à la fin. Mhm. Enfin, on a fait le mixage hier d'un film, même encore au mixage, il y a encore des choses qu'on a envie d'ajuster, où on ajuste encore certaines images, etc. Donc, c'est sans cesse, c'est jamais fini. J'avais fini. Ouais. Léo? Oui. Alors, derrière la recherche de la vérité, quelle est la part de subjectivité? Il y en a forcément, parce qu'on est des êtres humains, donc on est forcément subjectif et qu'on a forcément des opinions. Mais le but d'un documentaire, c'est quand même d'essayer d'être le plus objectif possible. Donc nous, en fait, c'est pour ça qu'on a souvent une toile de fond historique. C'est-à-dire que même si on parle de cinéma, on va toujours le resituer dans un contexte historique, sociologique, pour justement lui donner un fond d'objectivité, un fond de... Je sais pas si c'est clair, mais l'idée, c'est Mhm. de quand même toujours nous laisser le spectateur se faire son opinion. C'est-à-dire qu'on relate des faits. Alors, vous allez me dire, dans le choix des faits, on n'est jamais objectif, mais l'idée, c'est quand même de ne jamais être moralisateur ou être tendancieux ou d'essayer de pousser le spectateur. Et quand c'est sur des sujets polémiques, un peu plus compliqués, comme notamment le film qu'on a fait l'année dernière, qu'on a présenté au RCC sur les Japonais, on essaye d'être justement le plus objectif possible, c'est-à-dire d'avoir que des faits qui vont parler d'eux-mêmes, pour justement éviter d'être critiqué pour manque d'objectivité et fausser le sujet en fait, fausser les images qui parlent souvent d'elles-mêmes en fait. Mhm. Mais après, Et, vous allez me dire, dans le choix des images, c'est aussi subjectif, ce qui est vrai aussi. oui, c'était par rapport à justement la question qui suivait, c'était est-ce que la créativité et la mise en scène naissent de cette subjectivité? Bah oui, c'est pour ça, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, mais c'est un peu cette dualité, cette ambiguïté. Mais il faut savoir la doser, c'est ça, je trouve, qui est important. Je trouve que ce qui est important, c'est de jamais être manichéen. C'est toujours de montrer que tout n'est pas blanc ou noir et que les choses sont souvent plus compliquées. Et donc, c'est ce qu'on essaye de faire. C'est pour ça que pour nous, c'est toujours important de situer notre sujet dans un contexte. Pour vous, est-ce que produire, écrire et réaliser ou alors monter, c'est une nécessité pour chacun de vos films? Et comment est-ce que vous avez appris à maîtriser tous ces métiers?
Alors, oui, on aime bien tout faire, on est un peu psychorigide, on a du mal à déléguer. Et ça, c'est pas forcément une qualité. Comment on a appris tout ça? On a appris en le faisant, je vais vous dire. Je ne devrais pas vous dire ça, mais on n'a pas appris à le faire à la fac. On a appris en le faisant et en se lançant. Et on a créé notre boîte de production, on n'y connaissait rien. Et on a appris sur le tas. Le montage, on a appris toutes les deux pareil en regardant le monteur, moi en regardant mon monteur et Julien en me regardant. Donc on n'a pas pris de cours de montage. Et le reste, ça s'apprend surtout en le faisant, en aimant ça, en aimant les films, en regardant beaucoup de films, en lisant beaucoup. Et voilà, en essayant de se cultiver le plus possible là-dessus. J'ai envie de dire, hein, c'est un peu old school, mais Et est-ce que après, parfois il va y on avoir n'a pas des métiers des regrets en techniques, film? on n'est pas chef opérateur, voilà, donc Et du coup, est-ce que parfois il vous arrive d'avoir des regrets en rapport avec un film? Mmh. Bah, quand on regarde un film, enfin nos films, on est toujours critique, hein, on voit toujours plein de choses qu'on aimerait changer encore. Mais non, des regrets, non. Je crois pas, non. Je crois pas qu'on ait des regrets sur un film. Après, on trouve toujours qu'il y a des choses mal faites et des choses qu'on arrangerait encore et encore. Ça, oui, pour tous. Et du coup, est-ce que pour vous, être cinéphile, c'est important? Est-ce que ça l'a été dans votre apprentissage? Est-ce que vous êtes toujours cinéphile, actuellement aussi? Ouais, c'est hyper important. Je dirais qu'en fait, c'est la première qualité, hein. Enfin, quand on veut faire des films, je crois qu'il faut aimer les films et puis en avoir vu le plus possible. Et que c'est comme ça qu'on apprend. Et on parlait tout à l'heure avec Gérard de John Ford, mais oui, voilà, en fait, nous, on a appris le cinéma pas à la fac, mais on l'a appris en regardant des films, en aimant ça, en les regardant des dizaines de fois, en les décortiquant, en lisant dessus. Et c'est vrai que quand on a l'amour de l'image, l'amour de l'extrait, l'amour de l'archive, etc., ça vient en fait de quelque chose que vous avez en vous, que vous aimez. Donc, je crois que c'est essentiel être cinéphile pour faire des documentaires, en tout cas sur le cinéma. Ouais, je crois que c'est le premier truc nécessaire. Est-ce que vous participez toujours à la promotion de vos films? Est-ce que c'est un mal nécessaire ou au contraire un moment de bonheur? Oui, on participe à la promotion des films. En fait, c'est nous-mêmes qui l'initions, puisqu'on engage une attachée de presse pour ça. Et c'est un moment de bonheur parce qu'en fait, c'est le moment où vous faites partager le film. Donc, c'est le moment où, en fait, où il faut le vendre. Et en fait, c'est hyper important. C'est pas du tout un mal de vendre. Au contraire, c'est hyper important parce que c'est aussi le moyen de le faire circuler. Et le vendre, c'est pas juste qu'il ait une diffusion à la télé, c'est aussi de le partager dans les festivals. Et les festivals, pour ça, sont hyper importants. Et donc la promotion, le travail avec les journalistes, le travail d'interview, d'avoir des articles, etc., de toute façon, permet au film d'avoir une meilleure vie. Et c'est ce qui compte en fait. Donc non, la promotion, c'est super important. Et c'est vrai que c'est une partie de plaisir parce que c'est bien de se confronter à tous les points de vue. Parce que vous avez ceux qui aiment, vous avez ceux qui n'aiment pas. Et c'est toujours intéressant. Et quel conseil, du coup, vous donneriez à des jeunes qui souhaitent se lancer dans la carrière? Est-ce que vous considérez, que l'apprentissage en école de cinéma est nécessaire ou alors, plus du côté du terrain pour apprendre? Je dirais les 2. Je dirais que l'apprentissage à l'université ou dans une école de cinéma, c'est absolument génial. C'est génial d'avoir cette opportunité et en même temps, ça vous empêche pas et au contraire, d'un travail parallèle, qui est de lire, de regarder des films, d'aller au cinéma, d'aller dans des festivals, voilà, de vous créer vous aussi votre cursus à vous et puis c'est vrai qu'après, c'est de se lancer. Le conseil que je donnerais, c'est le conseil que nous, on nous a donné quand on a commencé, c'est notre père qui nous disait vaut mieux faire les choses et mal les faire que de regretter de ne pas les avoir faites. Et c'est vrai, il faut se lancer. Nous, le jour où on a créé notre société, on n'y connaissait rien et on s'est dit qu'on allait créer une société de production. Et on l'a fait et ça fait 15 ans et on s'en sort plutôt bien aujourd'hui. Donc le truc c'est de pas s'arrêter, enfin nous on a donné une masterclass justement à Paris 3 l'année dernière et on avait des jeunes filles qui venaient nous voir parce que c'était à la suite d'une projection de notre film sur les femmes pionnières dans le cinéma et elles sont venues nous voir et elles nous ont dit c'est incroyable de voir qu'il y avait des femmes à cette époque-là qui arrivaient à faire du cinéma quand nous aujourd'hui on nous dit encore d'être maquilleuse ou d'être script ou d'être scénariste parce que réalisatrice c'est compliqué quand on est une femme. Et ça, c'est terrible d'entendre ça en 2019 ou en 2020. On se dit, et à chaque fois, on leur dit la même chose. On leur dit, mais arrêtez d'écouter ce qu'on vous dit et décrétez que vous êtes réalisatrice, décrétez que vous êtes ceci ou cela, décrétez que vous êtes productrice et lancez-vous, en fait. C'est vraiment le seul conseil, moi, que j'aurais à donner, c'est de ne pas avoir peur et de se lancer. Et de le faire, et de pas écooter ceux qui vous disent de ne pas le faire, en fait. Et du coup, est-ce que Marion vous encore? auriez une anecdote, de tournage à nous raconter? Je vais vous raconter juste ça parce que hier soir, il y avait un documentaire sur Milos Forman.
Et nous, on a rencontré Milos Forman parce qu'on a fait un documentaire sur lui il y a quelques années. Et c'est marrant parce que on est arrivé chez lui, il était très austère, il s'est assis sur le côté, il nous a pas parlé et on s'est dit oh là là, ça va vraiment très mal se passer parce que bah le premier contact avec un intervenant est essentiel et vous vous rencontrez pas avant généralement parce que vous arrivez de France, lui il est occupé, c'est un grand réalisateur et vous le voyez le jour J, 5 minutes avant l'interview. Et vous avez normalement 40 petites minutes, le temps que le caméraman installe le matériel pour un petit peu rompre la glace. Et avec Milos Forman, il s'est assis dans un coin, il est parti regarder la télé, et nous, on était sur le côté tout intimidés, et on s'est dit, ouh là là, ça va être terrible. Et en fait, il s'est assis face à la caméra, et là, à partir du moment où la caméra s'est enclenchée, où on a commencé à tourner, il a le visage qui a changé, il s'est illuminé, et il s'est mis à nous parler pendant 2 jours non-stop. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez jamais prévoir. Et c'est ça qui est fascinant dans le documentaire, c'est des rencontres incroyables. Et ça, en fait, c'est imprévisible. C'est-à-dire que vous pouvez vous dire que tout va bien se passer et ça va mal se passer, c'est déjà arrivé. Et vous pouvez commencer une interview en vous disant, oh là là, ça va être l'enfer. Le type a vraiment pas l'air sympa et vous retrouvez face à quelqu'un d'une générosité et voilà, et d'une luminosité qui était indécelable avant, en fait. Et ça, c'est génial. Oui. Alors, est-ce que vous avez un rapport cinématographique particulier avec la ville de Cannes ou cinéphilique? Bah oui, parce que Cannes, c'est une grande expérience pour nous, parce que en 2015 et 2016, on a été sélectionnés à Cannes, au Festival de Cannes. Et ça a vraiment changé les choses pour nous, parce que on parlait de promotion tout à l'heure, mais le fait d'avoir une telle couverture, justement, médiatique et d'avoir une telle mise en lumière sur des documentaires et sur nous, ça a aussi changé beaucoup après notre relation aux autres et surtout aux Américains. Les Américains sont fascinés par le Festival de Cannes et c'est vrai que ça a été un coup de pouce formidable aussi et un coup de pouce pour les films parce que les 2 films qui ont été sélectionnés à Cannes et je pense surtout à celui sur les femmes, le fait de l'avoir sélectionné, ça lui a donné une carrière. Enfin, il tourne encore dans des festivals aujourd'hui, presque 5 ans après. Donc, ça a vraiment donné un coup de projecteur sur ce sujet, sur ces femmes, sur ce film. Et ça a été incroyable. Et puis cette année, on a découvert les RCC avec Gérard. Et alors ça, on a adoré. On a été jury aussi. Et c'est notre première grande expérience. Donc, et ça a été formidable, ça aussi. Donc, non, donc voilà, la ville de Cannes, c'est ces 2 événements formidables pour nous. Et Bah, d'ailleurs, merci c'est au beaucoup. Festival de Cannes qu'on a rencontré Gérard. Ouais, absolument. Ouais. Ben, merci En beaucoup. Je bateau. voudrais vous remercier. On pose toujours la même question pour terminer. Je vous la pose. C'est la question à laquelle on ne sait pas comment répondre, puis en fait, on y arrive toujours. Quel est Ouais. le plus beau film Je du l'ai vu monde dans le pour vous? tableau. Bah oui. Alors, bon. Alors, si je suis Julia, je vais vous dire autant n'emporte le vent. Oui. Et Clara? Voilà. Et moi, Clara, je vous dirais, allez, je vous dirais soit La prisonnière du désert, soit Les raisins de la colère. De John Ford. Voilà. Ouais. Et je crois que Julia sera Eh d'accord ben, avec moi, donc à nous deux, ça fait les 3. ouais, ouais. Ben, merci beaucoup, Et peut-être Clara. Chantons Ça a sous la pluie été aussi. vraiment. Oui, oui, s'entend sous la pluie, oui. Ça, c'est merveilleux aussi. Ben, merci beaucoup, Clara. On voulait vous remercier. Je Bah, voulais de remercier rien. aussi Léo et Marion pour leurs questions, Merci à pour vous. Ah oui, merci le à vous. travail qu'ils ont fait avec. Voilà. Et Merci à puis, vous. ben, on va se retrouver bientôt pour une nouvelle rencontre. Merci, Clara. Et puis, moi, je te dis à bientôt. Et bah, merci à vous. Et bah, à bientôt, Merci à Gérard. vous. Et puis, Au revoir. bonne chance à Ouais, vous, hein. Merci ouais. beaucoup. Au Merci revoir. beaucoup. Au Merci revoir. beaucoup. Au Au revoir. revoir.